Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire de My Happy Job by Moodwork. Donc, je suis Fabienne Brocaret, je suis la fondatrice de ce média en ligne dédié à la qualité de vie au travail, au bien-être au travail. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire parce qu'on va parler des différences, on va parler de diversité, d'inclusion, mais en choisissant un angle, je l'espère, un petit peu original et qui vous parlera et qui vous donnera aussi envie de vous affirmer et on le verra d'oser mettre en avant votre singularité aussi dans le monde du travail. Alors pour m'accompagner lors de ce webinaire, vous le voyez, on est nombreuses. Donc j'ai 4 intervenants aujourd'hui, 4 intervenantes. Donc je suis vraiment ravie avec des regards très complémentaires. Et l'idée, ça va être qu'on échange tout ensemble pendant 30, 40 minutes. Et puis après, on prendra vos questions-réponses. Donc n'hésitez pas à vous servir du chat comme vous le faites déjà avec une pluie de bonjour. Donc merci beaucoup pour nous poser vos questions, réagir, partager vos témoignages. L'idée, c'est que ce soit vraiment le plus interactif possible pour vous. Et donc, pour démarrer, je vais vous présenter du coup nos 4 intervenantes. Donc, bonjour Sonia. Bonjour. Alors, vous êtes Sonia Valente, bienvenue. Vous êtes l'auteur d'un super livre que je vous recommande qui s'appelle « Comment trouver sa place quand on ne rentre dans aucune case », ce qui pose très bien le sujet un petit peu du jour. Et donc, un livre qui s'adresse aux multipotentiels pour s'épanouir dans le monde du travail. Et ce livre est paru chez Erol. Bienvenue Sonia. Merci. Bonjour Fanny Marais. Bonjour. Alors, Fanny, vous êtes l'auteur, vous êtes coach déjà, et vous êtes l'auteur d'un livre qui est paru dans la collection My Happy Job, qui est dédié à l'hypersensibilité et qui s'appelle Hypersensible, 10 séances d'auto-coaching pour bien vivre sa singularité au travail. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous êtes co-dirigeante de l'Observatoire de la sensibilité. Merci Fabienne. Avec plaisir. Bonjour Magali Fabre. Bonjour. Alors, ce qui est intéressant avec vous, Stéphanie et Magali, c'est qu'on va avoir le regard de DRH très engagé sur ces questions et très en avant, je trouve, par rapport à d'autres entreprises. Donc, du coup, vous pourrez leur poser plein de questions sur leurs bonnes pratiques. Elles vont vraiment pouvoir partager leur expérience. Donc, bonjour Magali Fabre. Donc, vous êtes directrice diversité et inclusion dans une entreprise qui s'appelle CGI, à la direction des ressources humaines. Est-ce que vous pouvez nous présenter en 2 mots CGI pour les personnes qui ne connaîtraient pas ? Bonjour à toutes et à tous. CGI, c'est une entreprise de services numériques qui est une entreprise internationale dont le siège est au Canada. Et en France, nous sommes à peu près 11 000 personnes. Donc moi, je suis la directrice de la mission Handicap France et puis de la diversité et inclusion au sein de notre sub-BU qui comprend quelques pays européens. Très bien. Et pour finir, bonjour Stéphanie Le Serre. Bonjour Fabienne. Donc, vous êtes directrice des ressources humaines chez Page Group. Et pour, pareil, ceux qui ne connaîtraient pas, spécialiste du recrutement, avec des enseignes, des marques qu'on connaît bien, comme Michael Page notamment. Voilà, Michael Page, page personnelle, page exécutive. Donc, nous, notre métier, c'est de recruter. Et puis, on a à peu près 7000 collaborateurs dans le monde aujourd'hui. Donc voilà. Très bien. Et vous ne la voyez pas, mais elle vous accompagnera dans le chat. Du coup, Laurie, si vous avez des soucis techniques, sera là et elle partagera aussi tout au long du webinaire des ressources. Et la première ressource qu'on voulait vous partager, c'est le hors-série qui s'appelle exactement comme le webinaire qu'on organise aujourd'hui, qui s'appelle « Et si nous faisions de nos différences une force ?» avec des articles, des témoignages, des interviews. Et donc, vous pouvez le télécharger du coup gratuitement pour ceux et celles qui voudraient aller un petit peu plus loin. Alors, pour commencer, je voulais m'adresser à vous, Magali. Vous avez lancé une campagne dont j'adore le slogan, le titre, qui s'appelle « Vous êtes unique et ça nous plaît », en direction des candidats, mais aussi de vos salariés. Et je trouve que ça montre un petit peu aussi l'évolution sur ces sujets de diversité et d'inclusion. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça a évolué, ces sujets-là, chez vous, en interne, ces dernières années ? En fait, cette campagne, elle symbolise la manière dont ça a évolué chez nous. C'est-à-dire qu'initialement, c'était une campagne que j'avais fait créer pour la mission Handicap. Et elle a été appropriée par la communication marketing pour devenir la campagne de CGI. Et quand on est passé d'une campagne dédiée, étiquetée handicap, à une campagne globale qui portait un message d'inclusion, je pense, ça a symbolisé un switch culturel sur le fait que le handicap, la diversité, tous ces sujets-là, ce n'est pas des sujets uniquement RH, c'est des sujets qui concernent l'entièreté de la compagnie, en fait, et de nos collaboratrices et collaborateurs. Donc ça, j'ai trouvé que c'était... et puis le message, il veut dire que chacun est reconnu dans son unicité.
Et le sujet d'inclusion, en fait, on a tendance à le prendre de façon silotée. Alors, un côté, on va parler du handicap, après on va parler des femmes, après on va parler LGBT. Et donc, c'est vrai que ces silos, ils ont un sens parce que les problématiques ne sont pas forcément toujours les mêmes. Par contre, le fait de pouvoir aborder ça dans le cadre d'une culture inclusive, en disant à chacun, tu as une unicité aussi, et viens travailler l'inclusion avec nous, parce qu'en fait, on va tous bénéficier d'un climat inclusif. C'est le message que porte cette campagne, et c'est le message qu'on veut porter aussi, donc en interne et en externe, puisqu'on est une entreprise qui recrute énormément. Et une des manières aussi d'attirer des collaboratrices et des collaborateurs, c'est de leur dire, quand tu vas venir chez nous, tu peux venir avec ta personnalité, avec tes différences, avec ton approche, parce que c'est aussi comme ça qu'on va produire du service et qu'on va produire de l'innovation qui va s'adresser à tout le monde. Parce qu'il y a un double sujet quand même. Il y a le sujet de diversifier ses ressources et puis d'avoir des productions intellectuelles qui s'adressent à tout le monde. Et si on pense qu'une seule catégorie de population peut se mettre à la place de tout le monde, on se trompe. Alors qu'en fait, il faut aussi refléter une forme de diversité pour pouvoir s'adresser à la diversité qu'on a dans nos sociétés. Bien sûr. Et est-ce que ça a permis aussi que les salariés s'intéressent peut-être plus à ces questions aussi pour vous en interne ? Je pense que de plus en plus, ça intéresse, et on va en parler. On a des programmes aujourd'hui qui sont beaucoup plus transverses et qui parlent à tous les membres. Même quand on parle avec une casquette mission handicap et qu'on parle de personnalité atypique, neuroatypique, il n'y a pas que le handicap dans l'atypique. Il y a une vaste variété de manières de penser. Cette manière de parler à tout le monde permet d'impliquer tout le monde aussi dans ce sujet-là. Et puis permet aussi de faire que des personnes qui ne se posaient pas de questions se posent des questions et se rendent compte que finalement, le continuum, c'est un continuum. C'est pas handicap, pas handicap. On est tous parfois sur ce continuum en train d'évoluer. Et justement, alors Magali le disait, quand on parle d'atypie, il y a plein de formes différentes. Fanny, je me tourne vers vous. Quand on parle d'hypersensibilité, de quoi on parle exactement, et notamment par rapport au concept de HPI, de haut potentiel, c'est quoi, quelle est la différence et comment vous définissez l'hypersensibilité ? Oui, quand on parle de neuroatypie, c'est différent aussi des atypies, c'est-à-dire que dans l'atypie, on peut avoir plein de formes de diversité. Quand on se parle de neuroatypie ou de diversité cognitive, on est vraiment sur un mode de fonctionnement du cerveau différent. Et donc, ça va inclure différentes catégories, entre guillemets. On va parler soit du trouble du spectre autistique, on va parler des 10, on va parler du TDAH, du trouble du déficit de l'attention avec ou pas d'hyperactivité, et puis on va parler de haut potentiel et d'hypersensibilité. La différence entre ces deux catégories, moi j'aime bien me faire référence, disons, au psychiatre polonais Dabrowski, qui lui parlait d'hyperstimulabilité. Donc, pour l'hypersensibilité, on va être sur une hyperstimulabilité à la fois sensorielle et émotionnelle. Donc, quand on dit sensorielle, on va rentrer dans le champ des hyperesthésies. Et quand on se parle d'hyperstimulabilité émotionnelle, bien sûr, on est sur un spectre très large d'émotions. Donc, il y a une notion d'intensité qui rentre en jeu, puisque, bien sûr, tout le monde peut avoir parfois un sens développé, mais du côté de l'hypersensibilité, il y aura certainement beaucoup de sens qui vont être développés. Et donc, il y a des impacts dans le monde du travail. Et quand on se parle d'émotions, là encore, l'intensité est très forte par rapport à ce qu'on pourrait définir comme une norme. Quand on se parle du haut potentiel, on rajoute, si vous voulez, l'hyperstimulabilité intellectuelle. Et la confusion qui est faite parfois, c'est quand on parle d'hyperstimulabilité intellectuelle, on pense à intelligence. C'est pas forcément la même chose. C'est-à-dire que une hyperstimulabilité intellectuelle renvoie à un peu une hyperpensée, au fait d'aimer les théories, d'aller approfondir des sujets, d'être toujours en questionnement et du coup aussi de proposer des solutions innovantes, comme disait Magali. Donc là, au sein de l'entreprise, ça peut aussi intéresser d'avoir un mode de fonctionnement cérébral finalement qui soit différent. Et donc, la population des personnes hypersensibles est définie autour de, ça dépend des études, 25-30%, là où ce qu'on définit comme un haut potentiel intellectuel se rapproche davantage des 2% de la population. Et là encore, c'est en fonction du test VICE que les personnes auront passé, mais il y a aussi
disons, des contestations du côté de ce test, puisque là, on est sur une analyse très précise d'un champ verbal, d'un raisonnement logico-mathématique, d'une vitesse de traitement. Mais quand on se parle finalement de haut potentiel intellectuel, on se parle de plein d'autres choses qui renvoient aussi à des hyperstimulabilités d'imagination, de créativité, aussi parfois d'intensité dans l'activité, d'hyperactivité. Donc voilà, j'ai vu déjà dans le chat qu'il y avait une question autour du test, et c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont des difficultés à se définir uniquement par rapport à des tests, je dirais, très carrés, très, très précis, alors que pour eux, il y a un champ plus vaste finalement de compétences que l'entreprise peut aussi parfois détecter. Tout à fait. Et Sonia, pour compléter un petit peu, quand on parle d'atypie, c'est quoi être multipotentiel et qu'est-ce que c'est pas aussi, concrètement? Ouais, alors moi j'aime bien déjà apporter une nuance, plutôt dire qu'on a un profil et non pas on est juste, parce que c'est quand même important, parce que c'est quand même un mode de fonctionnement et voilà, plutôt un mode de fonctionnement. Pour compléter ce qu'a dit Fanny, là où j'apporte une différence sur les profils comme ça, enfin, en tout cas dans ce que j'ai pu constater à travers les recherches que j'ai faites, les interviews, c'est qu'on va être face à des personnes qui ont une curiosité tellement développée qui en fait les amène à tout le temps en fait nourrir leur savoir, leurs compétences. Donc il y a deux façons de l'exprimer. Soit il y a des profils qui l'assument complètement et qui vont en fait avoir l'envie de construire un modèle de carrière très hétéroclite, donc pas s'enfermer dans le même métier toute leur vie. Ils ont envie de changer très régulièrement. Et lorsqu'ils l'assument, eh bien, le fait qu'ils justement aillent d'une expérience à une autre fait qu'ils développent des compétences plurielles. Et puis, on va avoir une autre catégorie qui va plutôt avoir ce type de fonctionnement endormi. Donc, il n'assume pas vraiment parce que c'est vrai que, disons que le modèle qui est plutôt mis en avant en France, en tout cas, c'est un modèle de carrière très linéaire où il faut se spécialiser très tôt. Et donc, pour eux, en fait, c'est un marqueur d'instabilité et ça dévalorise, en fait, c'est pas très, sexy en termes d'employabilité. Donc, mais en tout cas, ce qui les vraiment différencie, c'est qu'au fond d'eux, ce sont vraiment des personnes qui envisagent leur carrière en multipliant les expériences, qui n'ont vraiment pas envie de s'enfermer dans une spécialisation. Donc, soit ils l'assument pas, mais en tout cas, c'est ça. Très bien. Stéphanie, vous êtes spécialiste du coup du recrutement. Pourquoi toutes les entreprises devraient s'intéresser à ces questions? Parce qu'on sent à travers les premiers témoignages de la diversité source de richesse, mais pourquoi concrètement il est un peu urgent d'agir sur ces questions quand on est employeur? Alors c'est vrai je trouve qu'on a une vraie évolution très positive des choses, parce que pendant longtemps, la diversité, elle a pu faire peur parce qu'on parlait tout le temps de gérer la différence, comme si la différence allait être un frein justement, et que ça allait pas permettre d'être dans la performance et de pouvoir utiliser cette diversité. Aujourd'hui, la diversité, c'est vraiment une vraie chance et c'est reconnu par de plus en plus d'études, alors en France et à l'étranger, qui démontrent déjà que c'est un facteur clé pour la performance de l'entreprise. Et il y a déjà plusieurs critères qui ont été cités, mais le premier, c'est que c'est vrai que ça permet d'ouvrir à vraiment une très grande richesse de talents, beaucoup plus que ce que l'entreprise se permettait d'avoir. Et puis, il y a vraiment des études qui démontrent à quel point ça a un effet très positif en termes de créativité, de richesse de point de vue, de capacité à s'adapter, de s'adapter à l'autre en permanence. Ça met au tout début parfois les gens dans des situations d'inconfort, parce que dans l'altérité, parfois, ils sont moins confortables que d'être face à une personne qui a les mêmes déclics, les mêmes codes, la même façon de fonctionner qu'eux. Et ça va aller chercher chez eux des comportements qu'ils doivent développer pour justement
aller vers l'autre, être dans un échange qui est complètement différent et je trouve que ça permet de beaucoup, beaucoup développer les compétences, comportementales, des uns et des autres pour, justement être, dans ce vivre ensemble et au-delà de ça, on le disait, ça apporte, vraiment une richesse, de points de vue, de manière de travailler donc on sait que là-dessus, c'est très, très positif et puis je crois que pour les entreprises, c'est très important aujourd'hui, elles sont, de plus en plus nombreuses à être engagées sur le terrain, de, la durabilité, de la RSE et c'est beaucoup plus en ligne avec leurs valeurs, hein, de pouvoir, justement, être en mesure, de développer la diversité, au sein de leurs effectifs et on a une nouvelle génération qui est vraiment très en attente de ça. C'est ce qui est très positif. Nous, on le voit aussi, parmi, nos candidats. On a une nouvelle génération qui se pose beaucoup moins de questions, par rapport à ces questions de différence, mais qui au contraire est très, très en attente de rejoindre des entreprises qui sont très à l'aise avec cette question de diversité, où ils peuvent être eux-mêmes, où, ils peuvent travailler, et ils sont très à l'aise de travailler avec des gens qui sont très différents d'eux-mêmes. Donc nous, on le voit dans les critères de recrutement, c'est vraiment un élément, qui est de plus en plus important. Donc les entreprises, si elles bichonnent un peu leur marque employeur là-dessus et on en parlera peut-être plus tout à l'heure, c'est parce qu'elles savent que pour attirer des nouveaux collaborateurs, et bah, il faut qu'elles soient en mesure de leur promettre cet environnement de travail, qui est très important pour eux aujourd'hui, pour pouvoir s'épanouir, pour être eux-mêmes et on voit des grosses évolutions là dans les politiques diversité, parce qu'on a longtemps parlé du D&I, donc de la diversité et de l'inclusion et aujourd'hui on est sur des notions de DE&I, donc diversité, equity and inclusion, donc vraiment chacun doit pouvoir être lui-même pour s'exprimer au mieux et pour exprimer au mieux son talent, parce que c'est la manière, dont on va pouvoir, le mieux s'épanouir. Et on a déjà une question par rapport au recrutement. Nathalie nous demande, est-ce que ça bouge vraiment au niveau du recrutement, dans les pratiques pour recruter de manière plus diverse? Parce qu'elle nous dit, d'après ma propre expérience, j'ai toujours l'impression qu'on est des cases et on remplit, voilà, on coche les cases et les tests et il n'y a pas forcément de place justement pour cette singularité et cette différence. Est-ce que vous avez des témoignages ou des bonnes pratiques à apporter, Stéphanie Magali, justement pour essayer de montrer que oui, ça bouge quand même au niveau du recrutement? Alors ça bouge, hein, heureusement. Alors ça bouge, beaucoup ces dernières années. Alors nous sur PageGroup, on a la chance, de présider une association qui s'appelle À compétences égales, où on travaille vraiment justement énormément sur le sujet de l'accès à l'emploi et les déroulements de carrière, hein, sur cette question de la diversité. Ça bouge beaucoup, il y a une vraie prise de conscience, il y a énormément de travail fait sur le terrain. Donc là-dessus, on peut être, je dirais, heureux et fier du travail qui a été accompli pardon, sur les 15 dernières années parce que, ça bouge vraiment et on a vu des vraies améliorations. Mais parce qu'il y a un mais, il faut être lucide par rapport au sujet. Il y a encore beaucoup de pratiques dans beaucoup d'entreprises, qui sont pas les bonnes en termes de recrutement et il faudrait vraiment, pouvoir continuer à former sur le terrain et à énormément se développer, sur ce sujet. Donc on sait que c'est pas du tout un problème, qui aujourd'hui est réglé et nous on est sur le terrain en permanence avec la compétence égale pour apporter un maximum d'outils pédagogiques et que tout le monde se forme, pas seulement les grandes entreprises, mais toutes les tailles d'entreprise, pas seulement les recruteurs, mais tous les opérationnels. Donc par rapport à ça, ça nous paraît essentiel. Et puis ce qu'on voit aussi, c'est que il y a de moins en moins de demandes discriminatoires directes qui seraient exprimées. C'est pas pour ça qu'elles n'existeraient pas. Et par ailleurs, il y a des nouveaux risques en matière de discrimination parce qu'il y a beaucoup de nouvelles pratiques. Et c'est vrai que à travers le digital, on a vu une ouverture par rapport aux offres d'emploi, une vraie ouverture par rapport au recrutement, mais on voit aussi des nouvelles pratiques qui peuvent être risquées avec des nombreux biais discriminatoires, notamment dans le recours à un certain nombre d'algorithmes en particulier. Donc voilà, il y a des choses qui évoluent dans le bon sens et d'autres où il faut être vigilant. Mais de manière générale, je trouve qu'il y a quand même une vraie prise de conscience et il y a des nouveaux modes de recrutement qui sont beaucoup plus ouverts et qui permettent aux uns et aux autres de pouvoir dépasser le CV et de pouvoir exprimer différemment leurs compétences. Et vous avez justement chacune des exemples concrets? Magali, je vous laisse rebondir. Alors moi, j'ai un autre avis. Ça bouge vraiment un peu. Et ça bouge surtout, j'étais consultante en conduite du changement, ça bouge surtout quand on accompagne le changement par différents moyens. Et moi, je vois dans mon secteur, ça bouge aussi parce qu'on est en pénurie de main-d'œuvre. Oui. Et on se rend compte qu'en fait, on a une nécessité à aller adresser des profils différents. Ça bouge aussi parce qu'il y a quelques personnes qui disent, en termes
vente de prestations. Si on vend des prestats qui sont plus trop adaptés, on va se retrouver en difficulté. Et donc, ça bouge par rapport au risque, quand même, par rapport au risque si ça ne bouge pas. Le risque donc de plus avoir, de plus être attractif pour la main d'œuvre et de plus vendre des services de qualité. Et puis ça bouge aussi quand on arrive à impliquer les acteurs. Et moi je vois que les pratiques, quand je regarde le nombre de recrutements de personnes en situation de handicap qui sont réalisés depuis les 10 dernières années, ces recrutements étaient réalisés par la mission handicap, donc les profils arrivaient via le canal de la mission handicap. Aujourd'hui, ils arrivent majoritairement via le canal des recruteurs classiques chez nous. Et là, pour moi, c'est un indicateur mais d'une mobilité aussi au sein de la structure, avec des gens qui se sentent, qui ont été formés, qui ont compris la problématique et qui sont en capacité de parler du sujet sans tabou. Puisque souvent, en fait, il suffit de dire à une personne, vous savez, chez nous, on est un environnement qui est handi-accueillant, donc, et la personne en face va pouvoir dire, oui, au fait, j'ai une RQTH. Donc, ça peut être ça. Et donc, cette transformation, elle passe par la sensibilisation des acteurs qui sont les portes d'entrée. Et c'est quand même les acteurs du recrutement. C'est particulier parce que l'acteur du recrutement, c'est à la fois la porte d'entrée, mais c'est pas la personne de pouvoir. Donc, elle doit à la fois être sûre qu'elle va pouvoir exercer un esprit critique et être soutenue dans son esprit critique. Parce que si elle apporte des CV différents et qu'on lui dit attends, tu m'apportes n'importe quoi, alors regarde, il y a un trou, là, c'est pas le bon, il n'y a pas eu le bon client, là, il n'y a pas eu la bonne expérience. Donc, en fait, il y a tout un sujet pour moi, en termes de transformation, de mobiliser la totalité de la structure pour que chacun se dise je suis obligé de bouger un petit peu, et plus je vais bouger, plus je vais le dire, plus je vais être fière, parce que ça peut être un motif de fierté, et plus je vais être fière, plus je vais pouvoir mettre en place ces nouvelles pratiques dans mes futurs recrutements. Et donc pour nous, il y a aussi ce travail-là sur la sensibilisation interne. Alors c'est vrai on parle toujours de sensibilisation interne, mais moi je parle de mise en situation apprenante plutôt, puisque la sensibilisation c'est bien, mais le faire en action c'est mieux. Et ensuite rendre les gens fiers et actifs de ce sujet-là, et ne pas le prendre pour soi. Donc nous, la réussite, c'est quand en fait on n'a plus besoin de mission handicap, quand on n'a plus besoin de mission de diversité, parce qu'en fait le modèle, c'est bon, il se transmet sans qu'on ait toujours besoin de venir le rabâcher ou le porter. Et ça, moi je vois des indicateurs concrets, comme je vous disais tout à l'heure, qui montrent que oui, ça bouge un petit peu, et avec des ambassadeurs internes qui peu à peu font bouger dans leur coin, et peut-être dans d'autres boîtes quand ils vont changer de boîte, le sujet au global. Non, mais c'est pour ça que moi je vous rejoins totalement sur le sujet, et c'est vrai que moi je trouve que ça bouge et qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont conscientes de l'importance de la diversité et pour leur propre, je suis désolée, ça sonne dans tous les sens, qui sont vraiment de plus en plus conscientes des enjeux et de l'importance de la diversité, là où sur la compétence égale, on essaye aussi d'être un peu lucide, c'est qu'on a encore beaucoup de travail en la matière, mais ça bouge beaucoup par la prise de conscience. Et nous, l'outil qui nous paraît essentiel, c'est la formation. Et comme vous le disiez, surtout pas seulement uniquement avec les acteurs du recrutement, mais avec l'ensemble de la chaîne. Donc ça, c'est vraiment former, sensibiliser en permanence, donner des outils. Nous, on a créé pas mal d'outils comme des analyseurs d'annonces pour qu'on puisse copier-coller les annonces. Là, il y a un analyseur qui se met en place et qui ressort tout de suite s'il y a des critères potentiellement discriminatoires, qui forment ensuite les personnes dessus. On a plein d'outils aussi pour se former à travers plein de petits films ou de capsules vidéo. En fait, c'est un peu tout ça en permanence qui permet de se remettre en question tout le temps. Il y a cette ouverture aux canaux de recrutement parce que maintenant, on a beaucoup d'outils qui nous permettent de recruter hors CV, et c'est vrai que ça permet de faire bouger les choses et de ne pas rester dans une approche qui peut être assez française, comme vous le disiez, de linéarité de carrière avec en permanence cette approche, ou alors de CV sur le diplôme. Puis il y a une troisième chose où je rejoins totalement votre point de vue, c'est l'importance de communiquer sur sa marque employeur et sur le fait qu'on va être dans un environnement qui est accueillant. Parce qu'il y a beaucoup de candidats qui nous disent qu'ils s'autodiscriminent s'ils ont le sentiment que c'est pas une entreprise qui aborde ces sujets. C'est pas une entreprise qui va communiquer beaucoup sur le fait qu'il y a un espace et un environnement inclusif sur tous les sujets, du handicap, de l'orientation sexuelle, de l'origine. Si on nomme pas les sujets, finalement, les personnes qui sont plus concernées par ce type de discrimination vont pas se reconnaître. Alors le risque, et c'est là où
il faut être très, très vigilant, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de beaux sites internet, beaucoup de belles marques employeurs avec des images de diversité dans tous les sens qui correspondent pas du tout à la réalité une fois qu'on arrive dans l'entreprise. Donc pour moi, ce qui est essentiel, c'est qu'effectivement la politique de recrutement, elle est complémentaire avec un vrai changement de culture, hein, en interne et des vraies politiques de diversité en interne, avec beaucoup d'actions pour que justement l'environnement soit le plus inclusif possible. Et une fois que cette culture finalement, elle résonne avec la marque employeur, de pouvoir communiquer dessus pour le faire savoir parce qu'effectivement, ça va attirer des candidats qui se reconnaîtraient peut-être pas dans l'entreprise sinon et qui auraient, pas forcément eu, l'idée, de postuler. On voit beaucoup cet effet de s'auto-discriminer chez des candidats qui veulent plus avoir à vivre des situations difficiles qu'ils ont pu vivre dans des entreprises et s'agissant de certaines formes de handicap, ça peut être, très important aussi. On le voit bien à l'échelle collective, le rôle des RH, le rôle des recruteurs. Sonia et Fanny, à l'échelle plutôt individuelle, si je suis hypersensible ou multipotentielle, qu'est-ce que je peux faire moi comme premier pas pour essayer que ce ne soit pas un obstacle dans mon travail, mais au contraire que ce soit une force pour que j'ai réussi après à m'épanouir du coup au travail. Quels seraient les premiers pas, les premières choses à faire selon vous? Je vais commencer. Alors, les premiers pas, alors moi, il y a quand même beaucoup d'idées reçues sur ces profils-là. Ils sont instables parce qu'ils changent souvent d'emploi, ils sont peu fiables. Voilà, c'est un peu considéré comme une embauche risquée, souvent. Alors moi, ce que je conseillerais en premier lieu, c'est déjà en fait d'identifier ces compétences transférables, puisqu'en fait, c'est vraiment des profils qui, en tout cas quand ils s'assument, qui ont une palette de compétences qui peut vraiment, enfin surtout en termes de soft skills, qui peut vraiment s'adapter et se transférer dans n'importe quel secteur, surtout quand en fait ils vont postuler sur des fonctions un peu dites support, parce que c'est pas vraiment des profils qui vont se retrouver sur des métiers hyper spécialisés, hyper techniques, qui vont demander en fait d'être sur des métiers de niche, on va dire. Donc c'est plutôt des gens qui vont être sur des fonctions support, donc des compétences qui peuvent quand même être largement transférables. Après, je pense qu'il faudrait aussi qu'ils valorisent leurs points forts parce que c'est des profils qui aiment apprendre, donc ils ont une capacité d'apprentissage qui est quand même assez développée. Donc c'est plutôt un bon point quand on est dans une entreprise, quand on dit que les compétences sont très vite obsolètes aujourd'hui, sans parler de forcément de disparition des métiers. Les métiers évoluent très vite, donc c'est vraiment des profils qui eux vont être vraiment opérationnels puisqu'ils ont une capacité d'apprentissage forte. Des profils aussi qui, étant donné qu'ils ont une curiosité très développés, qui ont des expériences variées, ils vont être en capacité de faire des associations des fois entre différents sujets qui sont pas forcément proches, donc plutôt éloignés. Donc, ils vont en fait apporter une vision des choses un peu différente des profils qui se ressemblent en fait, qui vont arriver avec le même diplôme, le même type d'expérience. Donc, c'est plutôt des gens qui seront intéressants, qu'il est intéressant d'intégrer dans des équipes qui sont dans une démarche de changement. Donc voilà. Et voilà ce que je pourrais dire. Après, peut-être en termes de conseils, moi je conseillerais d'éviter de postuler de manière classique en envoyant des CV, mais plutôt de vraiment, quand on a envie s'il y a des personnes qui ont envie de changer d'emploi, de plutôt se rapprocher, de construire plutôt un nouveau réseau professionnel et de passer par cette porte plutôt que par la voie classique du CV. Très bien. Fanny ? Peut-être je peux faire le lien avec ce que Sonia vient de dire, ce que j'ai vu, une question aussi dans le chat sur la différence entre les atypies et les neuroatypies. Je pense que Sonia sera d'accord avec moi. Quand on parle de profil multipotentiel, on n'est pas forcément dans de la neuroatypie, c'est-à-dire on est dans des profils atypiques dans le sens où, comme le disait Sonia, on n'est pas sur des carrières linéaires, on n'est pas sur une compétence très exploitée depuis longtemps, mais plutôt de la multicompétence.
Là où quand on se parle de neuroatypie, c'est vraiment, comme je le disais en introduction, le fonctionnement du cerveau. Et puis, j'en profite du coup pour faire le lien aussi avec ce que disait Stéphanie. Si moi, je dois parler de haute sensibilité, de sensibilité élevée ou d'hypersensibilité, là, pour le coup, on n'est pas dans la catégorie du handicap, je le précise, parce qu'on sait que ce n'est pas une pathologie, mais c'est quand même, ce sont des profils qui vont être particuliers en entreprise. Et donc, on a tendance à voir parfois les côtés négatifs, c'est-à-dire, par exemple, de quelqu'un qui va être hyper émotif, donc hyper réactif à certaines remarques, par exemple. Mais ce qui est important pour chaque personne qui se ressent très sensible, c'est aussi de valoriser ses propres atouts. Et donc, pour moi, le premier pas, c'est un peu la tarte à la crème, mais c'est vraiment la connaissance de soi, puisque quand on dit hypersensible, peut y avoir plein de profils différents à l'intérieur de la haute sensibilité. Et donc, déjà, c'est de savoir ce que ça représente pour soi, en fait. Est-ce que je suis hyper empathique? Est-ce que j'ai des difficultés à me mettre en avant, par exemple, dans l'entreprise? Voilà, il y a plein de choses qui peuvent entrer en jeu. Et donc, déjà, prendre conscience exactement de ce que ça signifie pour nous. Et puis, je peux avoir parfois une forte conscience de mes émotions, mais être dans la difficulté pour les exprimer. Et donc là, on rentre dans les distinctions entre une sensibilité élevée et une intelligence émotionnelle développée. Donc, quand on parlait de compétences comportementales précédemment, c'est ça aussi qu'on peut être amené à travailler pour qu'ensuite on se sente plus à l'aise finalement au sein d'une équipe et dans les relations interpersonnelles, parce que c'est souvent ce qui peut poser des difficultés. Donc, il y a vraiment cette notion au démarrage de bien comprendre déjà ce que signifie la sensibilité pour chacun, et ensuite, qu'est-ce qui peut pêcher dans l'entreprise, mais qu'est-ce qui fait aussi sa force, parce que quelqu'un d'hyper empathique, c'est aussi quelqu'un qui, du coup, si il ou elle est manager, va savoir bien intégrer les membres de l'équipe et aussi peut-être faire jouer la diversité à l'intérieur de l'équipe, parce qu'elle va être, elle ou il d'ailleurs, va être très à l'écoute de ce que les autres ressentent. Et donc, parfois, on nous dit que c'est une difficulté parce que j'entends souvent ah ben elle est trop empathique, elle se laisse bouffer du coup par les membres de son équipe. L'un va pas forcément avec l'autre, c'est-à-dire que si je suis très empathique, ça me permet de comprendre ce qui se passe chez l'autre, et puis après j'apprends à mettre mes limites en effet par rapport à une certaine forme de surempathie. Très bien. Et justement, par rapport à la neurodiversité, Magali, vous avez mis en place des choses en interne pour accompagner, vous, les collaborateurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous avez mis en place? Alors, je vais vous l'expliquer, puis je vais vous raconter l'histoire aussi. Mais je voulais ajouter quelque chose quand même sur le fait que, oui, moi, ce que je promeus chez nous, c'est le fait que les personnes aussi se connaissent et puis s'expriment et expriment aussi leurs difficultés, leurs petits couacs, parce que je me rends compte chez nous, on a moi, je vois tout le temps des exemples quand les personnes, les managers, même les managers les plus techniques possibles, etc., quand on commence à leur expliquer quelque chose, en fait, c'est des gens qui aiment bien résoudre les problèmes, et donc ils vont essayer de trouver des solutions, ils vont s'intéresser au sujet. Et donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mise en situation apprenante. Le meilleur moyen, c'est que les gens ils soient en situation pour pouvoir après comprendre le truc. Parce que parler d'hypersensibilité, de neuroatypie à quelqu'un qui ne connaît rien, n'est jamais en situation, ça va rentrer par une oreille, ça va sortir par l'autre. Et donc, je vais vous parler du deuxième sujet qui est, moi, il y a quelques années, à 40 ans, je passe pour rendre service à une copine, la Vice, et au final, elle me dit, tiens, tu devrais aller voir... tester peut-être si tu n'aurais pas testé le TSA, trouble du spectre autistique, parce que voilà, ça pourrait gentiment. Hein. Et donc, par le biais de mon réseau, puisque j'étais mission handicap, j'ai accès à une neuropsy qui me fait les tests et qui me met sur le spectre de l'autisme. Donc ensuite, par mon réseau aussi, j'accélère et puis je vais voir un psychiatre qui me fait le diagnostic, et donc j'ai une RQTH. Et parallèlement à ça, je m'étais inscrite dans un CRA, Centre Ressources Autisme, pour faire le déroulé comme quelqu'un de classique. Et j'ai eu mon diagnostic du CRA 2 ans après le diagnostic qui avait été posé par la neuropsy. Et là, je me suis dit, 6 mois qui suis dans l'entreprise depuis presque 10 ans, qui n'ai jamais eu de problème vraiment d'adaptation, etc. Je suis sur le trouble du spectre autistique. Mais alors on est plein là, dans cette boîte à être sur le sujet. Et donc, je me suis dit, le service que j'ai mis en place, que je me suis auto-mis en place,
Si je pouvais le mettre à disposition des collaboratrices et collaborateurs, ça rendrait service à plein de gens qui, en diagnostiquant leurs enfants souvent, se rendent compte qu'ils répondent aux questions de la même manière pour eux et que donc ça fait des échos et découvrent des TSA, des TDA, troubles 10 un peu moins parce que on identifie plus. Et donc je me suis dit, je vais mettre en place cet accompagnement-là, cette possibilité de façon anonyme et gratuite d'avoir accès au diagnostic neuropsy pour rendre un service, certes, mais aussi pour pouvoir parler de la neuroatypie avec une casquette mission handicap, mais moins mission handicap, pour montrer que le continuum, toujours pareil, parler de ce continuum-là, il n'y a pas les handicapés et les autres. En fait, on est tous avec certaines différences. Alors parfois, elles sont objectivées par des tests. Donc les tests, en fait, ils servent à objectiver certaines choses. Et après, il y a d'autres choses qui ne sont pas objectivables par des tests. Et pour pouvoir parler et se dire, on est tous plus ou moins dans certaines situations. Quelqu'un qui divorce, il est hypersensible au moment où il divorce peut-être. Il n'est pas hypersensible étiqueté, mais à ce moment-là, il va peut-être avoir des hypersensibilités. Quelqu'un qui a une jambe dans le plâtre, il est handicapé pour monter les escaliers de façon temporaire. Et donc se dire, finalement, on est plus tous pareils que fondamentalement dans des cases qui sont très différentes. Ce qui me permet, avec la casquette de diversité et inclusion, d'embarquer un peu plus dans ce sujet de l'inclusion. Le fait est que ces tests, donc sur les 11 000 personnes qui sont en France, tout le monde n'a pas eu accès à l'information. Pour autant, il y a à peu près 200 personnes qui ont contacté la neuropsy, donc de façon anonyme, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur ce sujet, et donc beaucoup de gens qui vont avoir un peu plus d'empathie et d'intérêt quand ils vont se retrouver en position de membres ou de collaborateurs, ou de collaboratrices ou de managers, de personnes qui ont de façon objectivée ces troubles-là. Très bien. C'est super intéressant, je trouve, comme cheminement, et ça prouve aussi que c'est possible de faire évoluer, bouger les choses. Stéphanie, chez Page, vous misez beaucoup sur les rôles modèles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous faites aussi pour que ça bouge grâce aussi à ces rôles modèles-là en interne? Les rôles modèles, c'est un des aspects de notre politique diversité, c'est-à-dire que c'est des personnes qui vont être amenées à témoigner personnellement de leur expérience sur un sujet en particulier. Et effectivement, si on prend le sujet plus large, j'ai envie de dire la santé mentale et du bien-être, il touche absolument tout le monde. Et effectivement, on ne parle pas de handicap, on parle parfois de difficultés temporaires, où on va parler d'hypersensibilité. Donc, chacun peut vivre les choses de manière très, très différente. Et on se rend compte, nous, qu'on souhaite vraiment normaliser le dialogue et cette diversité et normaliser la conversation autour de tous ces sujets. Donc, c'est vrai que déjà, ce qui nous paraît essentiel, c'est un engagement fort de la direction générale sur tous ces sujets, de rendre visibles ces discussions à travers des groupes de travail. Donc, on implique beaucoup nos collaborateurs. On utilise beaucoup d'outils de formation. On a des programmes qui sont dédiés. Mais on a remarqué qu'il y avait un élément qui était très, très important, c'est de pouvoir les incarner autrement par la direction générale ou par des communications qui sont certes très spontanées et sincères, mais parfois avec des profils anonymes. Et on a des collaborateurs, alors c'est pas du tout une obligation, mais qui acceptent de partager leur expérience. Et comme vous venez de le faire, Magali, c'est de partager sa propre expérience et de faire part de son propre cheminement. On a remarqué que ça touche beaucoup, beaucoup plus que un engagement, une bonne intention, même si elle est bien formulée. Et c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir des profils extraordinaires chez Page Group qui n'ont pas hésité, et quel que soit leur niveau dans la hiérarchie. Donc, ça a pu parfois énormément surprendre, faire part de leur parcours, de leurs difficultés aussi, parce que ça n'a pas toujours été facile pour eux de faire part d'une différence. Ça a pu être sur effectivement des sujets d'orientation sexuelle, d'origine, de genre, de handicap, mais aussi de difficultés passagères et
et de bien-être. Et le fait qu'ils témoignent eux-mêmes et se mettent en avant, ça a toujours énormément mobilisé et créé beaucoup de réactions et de prise de conscience. Et souvent, dans les retours qui nous sont faits, parce que nous, on essaye de beaucoup mesurer dans le ressenti de nos collaborateurs, ce sujet des rôles modèles, on est très reconnaissant vis-à-vis de nos collaborateurs qui les ont incarnés et qui ont porté ces sujets, parce que c'est vraiment eux qui réussissent à faire bouger les choses. Et ils se retrouvent souvent un peu naturellement aussi contactés par d'autres qui se disent moi je pensais pas que c'était aussi facile de pouvoir se mettre en avant comme ça. Je savais pas que tu avais pu traverser telle difficulté par rapport au rôle que tu occupes actuellement. Et ça déconstruit en fait énormément de stéréotypes. Je trouve que ça permet vraiment de déconstruire beaucoup d'idées reçues, de stéréotypes et de réaliser à quel point les personnes qu'on connaît, qu'on croise tous les jours, on n'imaginait pas que oui, on avait beaucoup plus de choses en commun qu'on ne pouvait l'imaginer, qu'ils avaient surmonté certaines choses là où on imaginait que il fallait avoir une sacrée armure. Enfin voilà. Donc oui, c'est vrai que souvent on se pose la question et moi la première en tant que DRH, de se dire est-ce que c'est une bonne idée d'aller voir certaines personnes qui ont juste envie, parce que justement qu'on les oublie et que il y a un droit à l'indifférence qui est vraiment important pour chacun. Hein. C'est vrai qu'on a envie d'arriver et de pas incarner une différence. Donc on a cette envie d'avoir ce droit à l'indifférence. Pour y parvenir, on se rend compte que il faut pouvoir aussi être beaucoup plus visible et on invite, on encourage à le faire, on crée l'environnement qui permet de le faire. Et après, si on a d'autres personnes qui n'ont pas envie d'en parler, il faut qu'elles se sentent aussi à l'aise pour ne pas le faire. Parce que pour nous, c'est tout aussi important. Les entreprises, on a l'impression qu'il faudrait absolument parler de ces différences et que ce serait une obligation. Ça ne serait pas non plus un environnement confortable et rassurant pour certains. Donc, il faut que chacun puisse y trouver son compte. Voilà. Et on le voit avec les retours dans le chat qu'en effet, voilà, partager un témoignage, ça a de vrais impacts, je trouve, et ça marque. Donc, du coup, c'est très, très intéressant. On a parlé quand on est concerné, on a parlé quand on est RH. Quels seraient vos conseils à toutes les quatre pour les collègues, mais aussi pour les managers qui, du coup, doivent, je dirais, faire face à cette diversité au quotidien? Quel serait votre conseil à chacune? Qui veut se lancer? J'ai vu une question dans le chat, peut-être je la raccorde à ta question, Fabienne. La personne disait comment est-ce qu'on peut finalement partager cela avec un manager qui serait un peu fermé au sujet. Moi, j'ai toujours tendance à conseiller, mais ça vaut ce que ça vaut, de contextualiser le partage. C'est-à-dire que, comme disait Magali, finalement, parfois, on n'est pas obligé de rentrer dans le détail d'un terme ou d'une étiquette, mais en tout cas d'expliquer comment ça se traduit au quotidien pour soi-même. Qu'est-ce qui peut-être dans un projet en particulier peut poser difficulté ou dans une interaction avec un collaborateur ou une collaboratrice. Et donc, de pouvoir finalement factualiser un peu ce partage et de dire, voilà, quand je m'occupe de la gestion de ce projet-là, voilà, j'ai une difficulté par rapport à un point en particulier. C'est peut-être plus difficile pour moi d'aller dans le détail des étapes. Je vois facilement l'aboutissement du projet. J'ai plus de difficultés à formaliser l'intérieur. Comment est-ce que je peux en discuter avec vous? Et puis, on se rend compte que peut-être au sein de l'équipe, puisqu'on parle de diversité, il y a des personnes qui ont un mode de fonctionnement qui est différent et qui, eux, vont avoir plus de facilité sur ce point-là. Donc, on peut aussi faire un binôme intéressant pour pouvoir s'enrichir les uns les autres à l'intérieur d'une équipe. Et en plus, ça permet aussi d'améliorer les relations à l'intérieur de l'équipe. Donc, ça peut être une illustration, par exemple. C'est vrai que de notre côté, nous, on demande beaucoup, alors on parlait beaucoup d'empathie tout à l'heure, on demande beaucoup à nos managers de développer leur empathie, leur écoute. Et c'est vrai que ça a été un revirement pas simple pour les managers de manière générale dans les entreprises, où avant, être manager, c'était avoir sa boîte à outils, avoir une certaine forme d'autorité. Et aujourd'hui, le management est beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressant, mais aussi beaucoup plus complexe, parce qu'il faut comprendre chaque personne et accepter que à chaque personne, il peut y avoir une réponse différente. Donc, ça demande des ressorts qui sont complètement différents. Et c'est vrai que pour eux, c'est pas toujours simple. Donc, nous, on a vraiment cette conviction que les managers, il faut surtout les aider et les former
pour pouvoir effectivement développer des compétences autres et être capable de normaliser des conversations autour de sujets qui leur paraissaient plus difficiles auparavant. Et le fait de les accompagner par rapport à ça, de normaliser la conversation, de donner beaucoup d'outils et pouvoir aborder plus facilement tous ces sujets, je trouve que ça a un effet assez fort en termes d'inclusion parce que longtemps, et ça a été un des écueils des entreprises, pour pas qu'il y ait de sujet, fallait pas en parler. Comme ça, en fait, on disait, comme on est tous égaux, faudrait surtout pas marquer la moindre différence. Puis en fait, ça a un peu fait des ravages parce que justement, chacun s'est tout fait derrière une image qui n'était pas la sienne. Aujourd'hui, il faut pouvoir avec, je trouve, empathie, habileté, écoute, aborder ces sujets-là, mais tout en acceptant aussi la manière dont l'autre a envie ou pas de les aborder. Donc, ça nécessite des nouvelles compétences. Et pour nous, c'est un point essentiel, de pouvoir aider les managers parce que c'est pas quelque chose qu'ils peuvent développer tout seuls. On doit pas être dans l'injonction de se dire maintenant ça fonctionne comme ça et pas leur donner les outils pour le faire. Magali ? Oui, alors moi on est en train de mettre en place autre chose. On est en train aussi de mettre en place un petit peu des objectifs. Alors, en les aidant, en les formant, donc nous, on a mis en place une formation manager inclusif, mais avec certains objectifs sur certaines thématiques, par exemple, lors des nominations, lors des progressions de carrière, identifier des profils de femmes pour qu'on arrive à équité dans les nominations. Ça peut être des choses comme ça, et puis ça peut être des choses aussi un peu plus... et des outils. Donc, les objectiver, leur demander parfois des choses qui sont très concrètes, et puis leur donner des outils. Et par exemple, un des outils, c'est quand on a signé la charte de l'autre cercle, donc sur l'engagement LGBT en entreprise, on leur a dit, un truc tout simple, c'est quand tu es à la machine à café et que tu dis « Qu'est-ce que tu as fait ce week-end » à quelqu'un qui vient d'arriver, au lieu de dire avec ta compagne, si c'est un homme, ou avec ton compagnon si c'est une femme, de dire avec ta compagne ou ton compagnon. Et là, en fait, c'est pour leur montrer que si eux, ils ouvrent la porte, la personne en face, elle peut dire, elle peut pas dire, LGBT, pas LGBT, handicap, pareil. Si le manager arrive déjà à ouvrir la porte et à se mettre en situation, il va ouvrir la porte à la parole de la personne en face. Ensuite, s'il a besoin d'être aidé, il y a des formations, il peut avoir des gens à qui appeler. Moi, souvent, on m'appelle en me disant « Bon, alors, je sais pas trop comment je vais aborder la situation. » Et il y a quelqu'un, c'est moi, c'est dans mon équipe, on travaille le sujet. Et comme je le disais tout à l'heure, on se remet en situation. C'est-à-dire, on n'est pas juste en mode « Ah oui, alors la diversité, c'est vrai, c'est bien. Alors, il faut qu'on soit un manager bienveillant. Bienveillant, c'est comment? Agile, etc. » On les met en situation et sur chaque mise en situation, la personne, elle va cheminer sur un point ou un autre. Et au final, tous ces sujets, c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire comment sortir de l'image de la personne, comme vous le disiez tout à l'heure, la personne qui est parfaite, qui n'a jamais eu un seul problème dans son parcours et que c'est comme ça qu'elle a évolué, mais partir plus en mode, on a le droit de faire des erreurs, on a le droit parfois de ne pas bien aborder les situations et c'est comme ça qu'on va apprendre pour que la prochaine fois, on soit plus capable de s'améliorer. Très bien. Et Sonia, par rapport au multipotentiel, qu'est-ce qu'on peut conseiller aux managers ou aux collègues ? Alors moi, je trouve que ça peut être intéressant aussi de programmer, on va dire, des témoignages externes, par exemple des entreprises, des managers qui ont recruté des profils qui sortent un peu des cases, qui dénotent pour qu'ils témoignent en fait concrètement pourquoi est-ce qu'ils ont recruté ces profils-là à l'instant T, quel était l'objectif du service, qu'est-ce que en fait le fait d'avoir une équipe diverse, on va dire, et de recruter des profils qui n'ont pas forcément le même parcours, qu'est-ce que ça a pu leur apporter. Ça, je trouve ça intéressant. Après, ça permet de les sensibiliser sur ce sujet-là et de déconstruire un peu les idées reçues qu'on peut avoir sur le fait que ces profils-là, ils sont un peu moyens en tout, ils sont tout le temps insatisfaits. Ensuite, je rejoins ce qu'avait dit Fanny, contextualiser, c'est sûr que c'est vraiment hyper important. Mais après, ce que je pense que je rajoutais, c'est que ces profils-là aussi, ils sont très gourmands. Ils vont avoir envie de s'investir dans des projets en parallèle, peut-être, qui sont lancés dans l'entreprise, en plus déjà de leur mission. Donc, il y a un peu une difficulté aussi pour les managers de veiller à ce qu'ils ne se fatiguent pas trop.
et que qu'il y a quand même un enjeu derrière de préservation de la santé. Donc de faire attention à ça et de penser vraiment à ces profils-là quand il va falloir se lancer dans dans une démarche d'évolution des compétences. Ce sont vraiment eux en priorité, hein, c'est pas forcément toujours le cas, mais en tout cas, ils sont très demandeurs là-dessus. Donc, je pense que c'est intéressant de les intégrer là-dessus. Très bien. On a déjà répondu à pas mal de questions du coup au moment de nos échanges, mais j'en ai encore 2 ou 3 à vous poser. Vous me dites qui veut se lancer, qui veut répondre. Comment bien communiquer sur sa marque employeur sans tomber dans le trop dont on parlait tout à l'heure, le côté diversité, tout est parfait chez nous et puis non en fait. Donc du coup, quel serait le bon équilibre à trouver, Magali ou Stéphanie? Quels seraient vos conseils? Moi, je pense que de toute façon, il faut communiquer sur des choses qui existent. Et nous, quand je travaille avec la com, on a beaucoup d'enjeux, tant de bien-être au travail, RSE et diversité. On travaille toutes les 3 équipes, on travaille beaucoup ensemble. Et quand on travaille très bien avec notre service com, et la chose systématique, c'est les faits. Quels sont les faits sur lesquels on va s'appuyer pour pouvoir afficher tel slogan, etc. Donc, il faut communiquer sur ce qui est vrai. Du factuel. Oui, je rejoins totalement Magali. Il n'y a rien de pire qu'un décalage entre la marque employeur qui est affichée et l'authenticité des engagements. Et c'est vrai que on parlait de rôle modèle tout à l'heure, mais il y a quand même beaucoup de faits et d'engagements qui peuvent être affichés, qui reposent sur une réalité derrière une entreprise. C'est comme quand on signe des chartes. Hein, il y a pas mal de chartes aujourd'hui et on est aussi signataire de la charte de l'autre cercle ou d'autres chartes sur d'autres sujets. Si on n'est pas en mesure derrière de venir dire comment ça s'est décliné en action au sein de l'entreprise, forcément, il y a une réalité qui va être beaucoup moins palpable de l'extérieur. Donc, je pense que c'est très important de communiquer, mais de communiquer sur des faits réels et authentiques, comme vous disiez. Très bien. Marie-Yvonne nous demande, est-ce que vous auriez des conseils pour une personne déficiente visuelle? Comment on peut en parler lors d'un entretien? Comment on peut parler de son handicap? Alors, on peut, je pense, être plus général. Qu'est-ce qu'on peut... elle nous demande, voilà, qu'est-ce que le côté RH recrutement attend qu'on dise ou qu'on dise pas? En fait, il y a 2 aspects. La première chose, c'est que je pense que c'est important de le dire, il y a énormément d'entreprises qui justement vont être très ouvertes par rapport à ces difficultés de handicap visuel, de déficience visuelle, qu'il ne faut pas hésiter à faire reconnaître d'ailleurs par des RQTH, et c'est très important de pouvoir le faire reconnaître, et qui souvent vont mentionner que s'il y a besoin d'un aménagement quelconque pour un entretien, il ne faut pas hésiter à le faire savoir. Donc nous, par exemple, on le fait savoir, et donc il ne faut pas hésiter à le partager. Alors, il y a parfois on va le marquer directement sur le CV, et donc on pourra nous anticiper cette situation. Et puis derrière, on a énormément d'entreprises qui nous demandent de les mettre en relation avec des personnes qui voudraient pas faire part de leur handicap et qui rechercheraient à avoir des postes où leur handicap serait adapté. Et puis par ailleurs, il faut pas hésiter aussi à le faire savoir s'il y a besoin d'un aménagement de poste. Mais je pense pas qu'aujourd'hui ce soit un frein, et je pense qu'il faut mieux en parler assez tôt dans le recrutement pour que ce soit pris en compte et que l'aménagement de poste soit proposé, que de finalement essayer de combler cette situation et de se retrouver dans une position qui est difficile, notamment pour passer les entretiens dans des bonnes conditions. Donc moi, je l'invite vraiment à en faire part, et encore une fois, la situation de la reconnaissance de travailleurs handicapés aussi, qui est peut-être pas le cas là, mais qui peut être obtenue dans le cadre d'un handicap, faut pas hésiter à la mettre en avant en fait. C'est pas du tout quelque chose qui va faire peur aux entreprises, au contraire, elles vont plutôt être très ouvertes sur le sujet. Nous, c'est ce qu'on voit en tout cas parmi nos clients. Très bien. De toute façon, globalement, il vaut mieux dire les choses et permettre les adaptations. Alors c'est vrai que le risque, ça serait que la porte se ferme, mais la crainte des discriminations, elle est partagée partout. Donc on ne fait pas de discrimination. Enfin, à mon avis, c'est quand même pas, c'est pas le problème. Il vaut mieux dire les choses, permettre à l'entreprise d'adapter les conditions. Mais ça, c'est valable pour le recrutement, mais c'est valable aussi une fois dans l'entreprise. Et, la meilleure des choses à faire pour résoudre les problèmes, c'est de les regarder
puis de les traiter ensemble. Oui, très bien. Merci beaucoup. Je vous remercie toutes les 4 parce que c'était très, très intéressant. Du coup, Laurie vous a remis dans le chat le lien pour aller voir le hors-série où vous retrouverez justement des témoignages, des bonnes pratiques, notamment de Fanny, de Sonia. Ce que je tiens à souligner, c'est que dans le chat et dans les questions, on nous a aussi beaucoup dit que voilà, les échanges donnaient du courage pour en parler plus, pour pour démarrer des discussions, des échanges. Donc, je suis ravie. Donc, merci vraiment à toutes les 4 parce que c'était aussi l'idée. Voilà, qu'on en parle de plus en plus et que ça crée des discussions aussi chez vous en interne dans vos entreprises. Ce webinaire sera disponible en replay, donc n'hésitez pas du coup aussi à le transférer, à en parler autour de vous. On vous souhaite une excellente journée à tous et à toutes et encore merci Sonia, Fanny, Stéphanie et Magali. C'était un vrai plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui. Merci Fabienne. Merci à vous. Merci beaucoup. Et dans le mail aussi que vous recevrez après le webinaire, on vous mettra toutes les ressources dont on a parlé aujourd'hui, que ce soit voilà, l'association à compétences égales, les livres de Fanny et Sonia, le film aussi sur l'autisme, Magali, dont on s'est parlé aussi. Donc, on n'hésitera pas. Et en tout cas, n'hésitez pas voilà, à prolonger les échanges au-delà de ce webinaire. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.